Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pasta Passe en biochimie, cours 1, introduction à la biochimie. C'est parti. Alors, on va parler de biochimie, on va parler de façon plus générale, pour commencer, de toutes les autres matières pour essayer d'avoir une idée un petit peu de l'échelle dans laquelle on se trouve. La plus petite échelle, c'est l'atome. Éventuellement plusieurs atomes pour former des molécules, les interactions, les hybridations, etc. Donc là, on est vraiment en train de parler de la chimie. Quand on arrive au niveau du vivant avec plusieurs organisations moléculaires, on va plutôt parler de biochimie. On va parler de métabolisme, on va parler d'enzymologie, on va parler de repliement des protéines, des structures tertiaires et quaternaires, etc. On monte encore d'une échelle. On arrive carrément au niveau de la cellule. Donc on va parler de biologie. Plusieurs cellules groupées les unes aux autres en vue d'assurer une fonction, on arrive au niveau du tissu. Et l'étude des tissus, c'est l'histologie, nouvelle matière. On monte encore d'un niveau. Plusieurs tissus groupés les uns avec les autres, ça donne un organe. Et l'étude des organes, c'est donc l'anatomie. Plusieurs organes, enfin c'est pas vraiment ça l'anatomie, mais ce qui va permettre d'étudier les organes, ce sera dans la matière anatomie. Plusieurs organes groupés les uns avec les autres, ça va donner des appareils, on est toujours dans l'anatomie. Plusieurs appareils, ça va donner un système, et l'addition de ces deux systèmes, ça permet d'avoir un organisme. Et donc vous voyez comment on part du début avec la chimie, on monte en biochimie, on passe en biologie, en histologie, en anatomie, et en gardant en tête qu'à tous ces niveaux-là, plutôt à partir de la biochimie jusqu'à la fin, on parle aussi de physiologie. Parce que tout ce que je suis en train de vous donner comme notion, c'est au niveau de la taille, au niveau de la forme, au niveau de la structure. L'anatomie, par exemple, c'est l'organisation du corps d'un point de vue structurel. La physiologie, c'est l'organisation fonctionnelle. L'anatomie, c'est plutôt à quoi ça ressemble. La physiologie, c'est plutôt comment ça marche. Et donc, tout au long des matières, que ce soit la chimie, la biochimie, la pharmacologie, plus tard dans les études pour ceux qui font pharma ou même pour ceux qui font d'autres matières, il y aura toujours, très souvent, une relation structure-activité, une RSA. Donc non, le RSA, c'est pas le RSA, hein, c'est la RSA, la relation structure-activité, qu'on observe à tous les niveaux. Et donc là, on va reprendre, là où on était censé parler, donc la biochimie. Au cours de ce programme de biochimie, on va parler des acides nucléiques, des protéines, des acides aminés, des différentes structures de la protéine, structure secondaire avec les hélices alpha, les feuilles bêta, structure tertiaire, structure quaternaire. On va parler des hélices, des tonneaux et des sandwichs. Mais moi, j'arrive pas à savoir si c'est un tonneau ou si c'est un sandwich. On va voir comment ça va se passer également. On va parler de notions qui sont un peu à cheval entre biologie et biochimie. On va parler de biologie moléculaire, donc tout ce qui permet de passer du gène sous forme ADN jusqu'à son expression sous forme protéine. Donc on va parler de la transcription, on va parler de la traduction, de la maturation de l'ARN messager, du splicing, on va parler des modifications post-traductionnelles qui peuvent arriver sur les protéines qui sont traduites au niveau du réticulum endoplasmique granuleux. Il y aura également un chapitre sur l'enzymologie, les enzymes michaéliennes avec Michaelis-Menten, les enzymes allostériques avec le modèle RIT. On va parler du métabolisme ou de la métabo avec tout ce que ça implique, notamment le cycle de Krebs, etc. Donc pas mal de réactions. On va parler également des glucides, on va parler des lipides, et bon, après il y a quand même certaines distinctions, certaines particularités en fonction des facs, donc ce serait peut-être un peu compliqué de parler de tout, parce que dans certaines facs, ils vont peut-être parler de la fonction rénale, alors que dans d'autres facs, ils vont pas du tout en parler. Donc je vais essayer d'avoir un programme, on va dire, assez large. Mes excuses si jamais je n'en ai pas parlé, mais si jamais il y a des notions que vous aimeriez bien que j'aborde en biochimie, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Alors, on va commencer cette introduction à la biochimie, il serait temps. Donc, si jamais on parle de biochimie, il faut qu'on précise dès le départ qu'il va y avoir 4 grandes familles de macromolécules. Qu'est-ce que c'est qu'une macromolécule? C'est une molécule qui a une taille extrêmement importante qui peut aller jusqu'au macro, donc une très grande molécule. Les 4 grandes familles de polymères, de macromolécules, ce sont les suivantes: les protéines, les glucides, les lipides et... Ouais, le quatrième il est un peu plus chiant parce que les 3 premiers c'est plus connu. Le quatrième, ce sont les acides nucléiques, qui sont de 2 styles, les acides désoxyribonucléiques, donc les ADN, et les acides ribonucléiques, qui sont les ARN. Donc les 4 grandes familles de polymères qui existent dans le vivant, c'est glucides, lipides, protéines et acides nucléiques. C'est un petit peu comme si vous prenez par exemple le dessin animé Avatar. Alors je parle bien du dessin animé avec le bonhomme qui a la flèche là, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Pas le film de James Cameron où tout le monde est bleu, hein. Je parle du dessin animé où il y a le feu, la terre, l'eau et l'air. Bah là c'est un peu pareil, il y a 4 grands clans. Je sais pas, ils sont combien sur Game of Thrones, il y en a peut-être 4, je sais pas, jamais vu. Bon bref, il y a 4 grandes familles. La différence entre ces familles, c'est pas juste une histoire de taille, c'est pas juste une histoire de forme, c'est une histoire de nature. Je vais prendre 4 exemples d'habitation. Un igloo, un immeuble en briques, un immeuble en bois
et un immeuble fait avec de la chaux. Donc la différence qu'il y a entre la structure de glace, de briques, de bois et de chaux, ce n'est pas simplement la gueule finale qu'a la grande baraque, c'est aussi l'unité élémentaire qui la constitue. Parce que quand j'additionne plusieurs bouts de briques, au bout d'un moment je ne vais pas tomber sur un igloo, je vais tomber sur une maison en briques. Pareil, si je mets beaucoup de bouts de glace les uns avec les autres, ça va faire un igloo. Je ne pourrais pas donner une maison en chaux avec des blocs de glace. Pourquoi est-ce que je précise ça? Je précise ça pour vous faire comprendre que finalement, la différence de nature qui existe, entre les 4 groupes de polymères, protéines, glucides, lipides, acides nucléiques, réside dans la différence des unités élémentaires qui les constituent. En effet, ces polymères vont être constitués de plusieurs unités individuelles qu'on va appeler les monomères. Et donc plusieurs monomères forment des polymères. Donc maintenant, quel est le bout de bois, quel est le bloc de chaux, quel est le bout de brique et quel est le bloc de glace? Comment on appelle les unités constitutives? Pour la protéine, l'unité constitutive, ce sont les acides aminés. Pour les acides nucléiques, les unités constitutives, ce sont les nucléotides. Et enfin pour les lipides, les lipides c'est on va dire un peu le vilain petit canard, c'est un peu moins facile qu'avec les autres parce qu'on va parler des lipides vrais, on peut parler des triglycérides, des acides gras, du cholestérol, des phospholipides, les lipides on va dire c'est un cas un peu à part. Mais si jamais on reste focalisé sur les 3 premiers, protéines, glucides et acides nucléiques, il va y avoir énormément de ressemblances. Voici la première. Comment est-ce que je fais pour construire ma maison? Il faut que je mette plusieurs blocs les uns avec les autres, d'accord? Est-ce qu'il s'agit juste d'être côte à côte ou est-ce qu'il s'agit d'être liés? Il faut que les différentes unités, nucléotides pour les acides nucléiques, acides aminés pour les protéines et monosaccharides pour les polysaccharides, il faut qu'elles soient en lien, il faut qu'elles soient liées chimiquement les unes aux autres. Les réactions qui vont permettre de faire en sorte que 2 monomères puissent former, donc 2, puis 3, puis 4, puis 5, donc pour que des monomères puissent former des polymères, il s'agit en chimie de réactions de condensation. Attention, ne confondez pas la condensation en physique, c'est un état de changement de l'eau, et la condensation en chimie, c'est une réaction qui libère une molécule de H2O, donc qui libère une molécule d'eau. Donc, j'ai un bout de glace, j'ai un deuxième bout de glace, je viens, je les colle, j'appuie un peu fort, le bruit était bizarre, j'appuie un peu fort pour former un 2 blocs, puis un 3 blocs, puis un 4 blocs, et au bout d'un moment, j'aurai l'igloo. Et donc, dans cette réaction chimique qui permet de lier chimiquement, de façon covalente, 2 unités élémentaires, 2 monomères, je libère une molécule d'eau. Donc, quand je lie 2 acides aminés les uns avec les autres, je libère de l'eau. Pareil quand je relie 2 nucléotides les uns avec les autres. Pareil quand je relie 2 monosaccharides les uns avec les autres. Et ce qui est vrai dans un sens est vrai dans l'autre. Donc, si jamais pour passer de monomère jusqu'à polymère, je libère du H2O, je vous le donne en mille, pour passer du polymère au monomère, j'ai besoin d'avoir de l'eau. Donc, la molécule d'eau peut détruire, elle peut rompre une liaison entre 2 monomères. Dans un sens, pour la construire, on va parler de réaction de condensation, la molécule d'eau se barre. Et quand la molécule d'eau revient, pour venir dégrader et détruire cette liaison, on va tout simplement parler de réaction chimique d'hydrolyse. Hydrolyse, lyse c'est donc la destruction. Destruction avec quoi? Avec hydro, avec de l'eau. Donc la molécule d'eau va servir entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de ciseaux. Je ne vais pas parler d'attaque nucléophile, on va parler de ciseaux pour faire simple. Et donc du coup, cette molécule d'eau va permettre de pouvoir libérer les unités monomériques issues de la dégradation par l'eau, donc issues de l'hydrolyse d'un polymère, qui peut être acide nucléique, qui peut être protéine, qui peut être glucide. Encore une fois, je parle pas des lipides parce que c'est vraiment un peu chiant comme la pluie ce truc, c'est le vilain petit canard, parce que c'est hydrophobe, parce qu'il n'y a pas de réaction de condensation. Bref, on verra les lipides dans le cours dédié, ne vous en faites pas. Alors, on va passer sur un autre petit chapitre, les réactions importantes en biochimie. La biochimie, encore une fois, biologie, chimie, donc la chimie du vivant, il va avoir des réactions de 2 styles, de 2 natures pour faire très simple, des réactions de construction. Je vais construire des réserves, du glycogène, je vais construire des macromolécules, je vais construire des polypeptides. Et des réactions qui sont à l'inverse des réactions de destruction. Donc c'est directement en lien avec ce qu'on vient de voir, avec la condensation pour construire et l'hydrolyse pour dégrader et donc pour déconstruire. En biochimie, on va donner un nom à ces réactions. On va parler de réactions d'anabolisme et de réactions de catabolisme. L'anabolisme, c'est quoi? C'est la synthèse, c'est la construction.
Je crée un polypeptide, je vais faire une élongation de ma chaîne d'acide nucléique ou de polysaccharides ou ou de protéines. Je vais produire quelque chose. Dans la réaction de catabolisme, en revanche, je vais dégrader. Je vais revenir à des unités monomériques, je vais récupérer mes briques et je vais donc passer d'unités polymériques vers des unités monomériques. Donc dans la réaction d'anabolisme, je vais faire des réactions de condensation, je vais libérer du H2O pour former des grandes structures, alors que dans le catabolisme comme catastrophe, chaos, tout est chaos. Bon bref, je vais détruire, et en détruisant, je vais libérer les unités monomériques, nucléotides, monosaccharides, acides aminés, et je vais donc utiliser des réactions qui vont permettre à l'eau de venir rompre mes liaisons chimiques. On peut même encore aller plus loin. Quand on parle du catabolisme, quand je détruis, on va prendre donc les protéines, les glucides, les lipides par exemple. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on a notamment grâce à l'alimentation. Enfin, vous achetez n'importe quel paquet de cochonneries dans le supermarché du coin, vous tournez, vous voyez l'étiquette avec les valeurs nutritionnelles, combien de glucides, combien de protéines, combien de lipides. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai comme apport de macromolécules, qu'est-ce que j'ai comme apport de polymères. Et au fait, quand vous faites le catabolisme de ce que vous mangez, effectivement, les protéines, les glucides et les lipides que vous allez ingurgiter vont être dégradés en unités monomériques. C'est ce qu'on est en train de répéter depuis tout à l'heure. Mais le catabolisme peut aller encore plus loin, et on va prendre ces unités monomériques qu'on va dégrader au niveau moléculaire, et ça va libérer des précurseurs, comme par exemple l'acétyl-CoA, qui lui va avoir un rôle dans dans le cycle de Krebs et dans la production de l'ATP. Et donc, en vérité, c'est pour ça que quand on mange, on prend de l'énergie, parce que ce sont des valeurs énergétiques. Pourquoi ? Parce que ces polymères permettent de synthétiser de l'ATP, et l'ATP, comme vous avez dû l'entendre à peu près 15 000 fois, l'ATP, c'est la monnaie d'échange d'énergie dans la cellule. Un peu comme quand on dit que l'atome est électriquement neutre, enfin bon bref, c'est le genre de slogan comme ça qu'on apprend matin, midi et soir. Mais qu'est-ce que ça signifie que l'ATP soit finalement la monnaie d'échange de l'énergie, la monnaie d'échange énergétique de la cellule? Bon, allez, on est dans l'introduction, on va dire que ça compte, on précise un peu l'ATP. L'ATP, c'est quoi ? Adénosine triphosphate. Donc, on verra dans le cours d'après la structure exacte d'un nucléotide, mais pour comprendre pourquoi l'ATP possède autant d'énergie, en vérité, l'ATP, elle possède son énergie au travers de deux liaisons chimiques. Ce sont des liaisons qui sont extrêmement énergétiques. On se rappelle un peu ce qu'on avait vu dans le premier cours en chimie. Je cherche toujours à gagner en stabilité. Et la stabilité, c'est inversement lié avec l'énergie interne. Plus je suis énergétique, moins je suis stable. Et moins je suis énergétique, plus je tends vers la stabilité. Qu'est-ce que c'est que le phosphate ? On dit adénosine triphosphate. Donc ça veut dire qu'il y a 3 phosphates qui sont collés comme ça les uns à la suite des autres à la queue leu-leu. Le phosphate, si vous regardez sur Google, c'est PO4-3-. Bon, quand on va faire un phosphate plus un phosphate plus un phosphate, il n'y aura pas autant de charge parce que finalement, il va y avoir des liaisons covalentes qui vont s'établir entre eux. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir énormément d'atomes d'oxygène, assez électroattracteurs, assez delta-, qui vont devoir cohabiter très proches les uns des autres. Adénosine triphosphate, vous avez 3 phosphates côte à côte et vous avez je sais pas combien d'oxygènes qui n'ont qu'une envie, c'est de tirer les électrons, et vous obligez tous ces oxygènes qui sont assez delta-, à devoir cohabiter les uns à côté des autres. C'est un petit peu comme si vous mettez plein d'aimants côté moins, côte à côte, et vous les obligez à rester dans le même endroit. C'est assez facile à comprendre qu'ils ont tous envie de se barrer. Et donc, les liaisons entre le premier et le deuxième phosphate, et entre le deuxième et le troisième phosphate, sont très énergétiques. Donc en vérité, quand on dit l'ATP, c'est la monnaie d'échange de l'énergie, nanani nanana, c'est pas l'ATP en lui-même qui est de l'énergie, c'est juste qu'il possède des liaisons chimiques extrêmement énergétiques. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsque l'adénosine triphosphate va devenir de l'adénosine diphosphate, donc il va passer de 3 phosphates à 2 phosphates. On imagine un peu, on en avait 1, 2, 3, et il y avait combien de liaisons très énergétiques ? C'est entre le 1 et le 2, et entre le 2 et le 3. Donc il n'y avait que 2 liaisons. C'est un peu comme le métro, vous prenez 3 stations, mais vous n'avez fait que 2 arrêts, un peu la même connerie. Donc, quand on revient sur l'ATP qui devient ADP, de tri 3 à 2, de tri 3 à di 2, eh bien, le fait de libérer le phosphate qu'il y a en position 3 fait que l'adénosine diphosphate n'a plus qu'une seule liaison énergétique. Et on va aller plus loin, l'adénosine diphosphate
lorsqu'il va se séparer du deuxième phosphate. Il aura donc libéré cette liaison extrêmement énergétique. Il va se retrouver avec quoi? Il va se retrouver avec un seul phosphate. Donc ce ne sera plus de l'adénosine tri, ni de l'adénosine di, mais de l'adénosine monophosphate. Ce sera de l'AMP. Et là je vous le demande, est-ce que l'AMP est une monnaie d'échange de l'énergie? Bah peanuts, parce que lui il a plus d'autres phosphates, donc il n'y a qu'un seul phosphate, il est très bien tout seul. Les phosphates ils ont envie de se barrer quand ils sont les uns avec les autres. Mais s'il y en a un qui est parti, l'autre qui est parti et il y en a un qui reste, au fait ça fait plus rien. Donc l'adénosine triphosphate, il a 2 fois de l'énergie, l'adénosine diphosphate, il en a 1 fois, l'adénosine monophosphate, il n'a pas cette capacité de pouvoir aider, de pouvoir donner de l'énergie. Donc, vous allez voir dans plein de choses, surtout en métabo, l'ATP qui va venir et qui va dire, on va dire, l'ATP va libérer un phosphate, il va libérer de l'énergie. En vérité, c'est en se séparant du phosphate qu'il va donc libérer l'énergie potentielle qui était contenue dans cette liaison chimique. Et le fait d'enlever ce phosphate, l'énergie se libère et elle va permettre de faire plein de réactions dans pas mal de choses, le cycle de Krebs, etc., etc. Bien, maintenant qu'on a compris le fonctionnement de l'ATP et comment est-ce que cette monnaie d'échange fonctionne, on va reprendre les deux voies métaboliques qu'on avait vues au début. Anabolisme, je construis, je synthétise, et catabolisme, je détruis, je dégrade. Quand je suis en train de construire, si demain j'ai envie de construire un immeuble, si j'ai envie de faire un chantier, ça va me consommer de l'argent. Donc, je vais prendre l'argent que j'avais mis de côté et je vais l'utiliser pour pouvoir construire. De la même façon, l'anabolisme, la synthèse est énergivore, elle va consommer de l'énergie, et quand la cellule va vouloir créer des polymères à partir de monomères, en faisant des réactions de condensation, on se rappelle, eh bien elle va devoir consommer de l'ATP. Et cet ATP-là va donc devenir ADP, voire même AMP. Donc, quand je fais des réactions d'anabolisme, j'ai besoin d'avoir un stock d'ATP que je vais consommer. Par contre, quand je suis en train de faire du catabolisme, je suis en train de détruire, c'est un peu l'équivalent de se dire, c'est bon, j'ai un immeuble, et là je vais le détruire pour récupérer mes pièces. Je vais récupérer tout l'ATP, entre guillemets, que j'avais investi, et donc la réaction de dégradation, cette fois-ci, elle est inverse. Elle va libérer de l'énergie. Donc si on reprend en miroir anabolisme, synthèse, et catabolisme, destruction, l'anabolisme, c'est le fait de construire, on passe de monomère à polymère, alors que le catabolisme, c'est détruire, on passe de polymère à monomère. L'anabolisme, j'ai besoin de libérer du H2O, réaction de condensation. Alors que pour faire du catabolisme, j'ai besoin au contraire de revenir au stade monomérique, je fais de l'hydrolyse, je rajoute du H2O. Et enfin, l'anabolisme, la synthèse, je vais demander de l'énergie, donc je vais diminuer mes stocks d'ATP pour pouvoir construire. Alors que dans le catabolisme, je vais au contraire avoir de l'énergie, je vais augmenter mon stock d'ATP parce que j'aurai de l'énergie à mettre en réserve, sous forme donc d'ATP, au niveau des liaisons entre les phosphates de l'ATP. Ceci marque donc la fin de ce premier épisode de Pasta Pass en biochimie sur l'introduction à la biochimie. J'espère qu'il vous aura été utile, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve pour le prochain épisode en biochimie qui va parler des acides nucléiques et des nucléotides, donc les éléments élémentaires, les constituants, polymères et monomères. En attendant, encore une fois, je ne sais pas à quel moment de la journée sera écouté ce podcast, donc bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, quoi qu'il arrive, bon courage et très belle vie à vous. Prenez soin de vous, bisous!